Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Si loin, si proche, au programme aujourd'hui, la relation unique entre juifs et musulmans, 1400 ans d'histoire avec des périodes harmonieuses, nous le verrons, des moments douloureux aussi. MOE donne la parole à 3 personnalités qui incarnent une nouvelle génération ouverte sur son passé. Kamel Ashkar, merci d'être avec nous. Vous avez réalisé le documentaire Tinrir, Jérusalem, les échos du Méla, sorti en France ce mercredi 9 octobre au Lucernaire à Paris, le 10 à Choisy-le-Roi et le 12 à Strasbourg. Karim Misquet, merci également d'être avec nous. Vous êtes écrivain, réalisateur du documentaire et film d'animation juif et musulman, Si loin, si proche. C'est en 4 parties. Ce sera sur Arte les 22 et 29 octobre prochains à 20h30 temps universel, 20h25 très précisément, c'est-à-dire 22h25 heure de Paris. À voir aussi sur la RTS les 20, la télévision suisse, les 20 et 27 octobre et également à Lima, l'Institut du monde arabe. C'est au jeudi de Lima à Paris le 31 octobre. Avec nous également en direct du Caire en Égypte, Amir Ramsès. Merci d'être avec nous dans MOE. Amir, vous êtes le réalisateur du documentaire Jews of Egypt, Juifs d'Égypte, qui vient de recevoir le prix du meilleur documentaire au Festival du film arabe de Malmö en Suède. Merci d'être avec nous. Amir Ramsès, on vous retrouve dans quelques instants. Avant de vous donner la parole, direction, sans plus attendre, Fès au Maroc, où s'est tenue la conférence internationale sur le dialogue des cultures et des religions. Alors c'est un événement qui est organisé notamment par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Vous allez entendre des témoignages sur cette question, sur ce thème, donc des relations entre juifs et musulmans. C'est un reportage signé de notre correspondante sur place, Anna Ravix. 3 jours de débat à Fès, au Maroc, sur le dialogue des religions. 50 intellectuels venus du monde entier avec un objectif, améliorer le dialogue des religions, mis au défi par la montée des extrémismes ou les révolutions arabes. André Azoulay parle de la situation des Juifs au Maroc, en pays musulman. Nous sommes à Fès. Il y a quelques mois, a été restaurée ici l'une des très nombreuses synagogues de la ville, avec un message de Sa Majesté le Roi, commandeur des croyants de l'islam. Mais qui le sait? Qui s'y intéresse? Défendre ce qui relie les Juifs aux musulmans, c'était tout l'objectif, justement, du documentaire du Marocain Kamel Ashkar. À Fès, la représentante palestinienne Leila Shahid salue le film, mais elle regrette la polémique qu'il a provoquée au Maroc. C'est exactement ce que j'appelle ce repli dangereux qui fait qu'il y a des gens qui veulent fermer les yeux, se boucher les oreilles et mettre une main devant la bouche parce qu'ils ont peur. Parce que ce que ce film dit est une réalité historique que personne ne peut remettre en cause. Juifs, musulmans, un dialogue condamné au conflit, au repli identitaire. René Samuel Sirat, ancien grand rabbin de France, a perdu un frère dans la guerre civile algérienne, tué par un combattant islamiste. Mais il soutient que le dialogue sera toujours plus fort que la dispute. De même que la violence et la guerre sont contagieuses, la paix aussi est contagieuse. Peut-être j'ai étonné vos téléspectateurs, mais je crois que la paix entre islam et judaïsme est proche. Après 3 jours d'échanges, la conférence s'achève. Les 50 participants lancent un appel international qui invite les nations et les religions à la paix, à l'éducation, au dialogue religieux. Un appel large qui met tout le monde d'accord, mais ne propose aucune action pour agir concrètement sur le terrain. Amir Ramsès au Caire en Égypte avec nous aujourd'hui dans MOE. Amir, dans votre documentaire Juifs d'Égypte, vous racontez justement ce passé commun entre les 2 communautés. Alors il y a des témoignages très poignants. Pourquoi est-ce que c'est important à vos yeux aujourd'hui de raconter cette histoire ? Bon, en fait, je crois que la question de la relation juive-musulmane en Égypte, c'est important depuis quand même une vingtaine d'années, depuis qu'on a commencé à avoir une montée d'un discours qui essaye de donner une définition très limitée à l'identité égyptienne. Genre préciser ce que c'est qu'un Égyptien par rapport à sa religion, à ses croyances, et d'essayer d'éloigner toutes les autres, différentes religions et cultures religieuses de cette identité. Je crois que mon documentaire était plutôt une réponse à ça, une essaye
d'expliquer comment on était il n'y a pas vraiment longtemps, comment on était jusqu'à 1956. Comment l'identité égyptienne était si diverse, comment on était tolérant et acceptant d'autres cultures. Il n'y avait pas une définition précise de ce que c'est qu'un Égyptien de point de vue religieux. Alors, vous avez récemment rencontré Kamel Ashkar, qui est également avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Il a suivi finalement la même démarche que vous, avec les Marocains de confession juive qui ont dû quitter leur pays. C'était il y a quelques semaines à Hambourg, cette rencontre avec Kamel Ashkar en Allemagne. Qu'avez-vous ressenti en regardant son documentaire Tinrir Jérusalem, les échos du Mela? En fait, comme je dis à Kamel l'autre jour, après avoir vu son film, sincèrement, j'ai pleuré 2 fois en regardant le film. Une fois en regardant la séquence de la chanson décernée à Todra, et l'autre fois la séquence avec la femme marocaine qui le guide vers la maison, qu'il cherche, qui commence à lui raconter sa vie au Maroc. Ces 2 séquences m'ont donné les larmes aux yeux, sincèrement. J'étais vraiment touché. Restez avec nous, Amir Ramsès. On vous retrouve dans un instant. Kamel Ashkar, même question. Vous, Jews of Egypt, Juifs d'Égypte, qu'est-ce que ça vous a fait? Je trouve que c'est important que ce genre de film existe, surtout dans ce contexte en Égypte. Et je sais que la sortie de Jews of Egypt a provoqué aussi une polémique dans ce pays. Mais apparemment, ce que m'a dit Amir Ramsès à Hambourg, c'est qu'il y a eu un succès. Beaucoup de gens sont allés le voir. Et je trouve que c'est important qu'une nouvelle génération de jeunes réalisateurs reviennent sur notre passé pluriel. Parce que je crois qu'on ne mesure pas la perte pour nos pays respectifs de la disparition malheureusement de cette diversité culturelle. Alors Karim Miske, 4 films pour raconter 14 siècles d'une relation unique. Qu'est-ce qui vous a incité à produire ce travail fleuve qui vous a pris des années, on imagine? C'est le besoin, vous sentiez, d'apporter une certaine pédagogie au grand public, si on peut dire? Certainement, le film qui a été fait au départ à l'initiative de la maison de production, Phare et Balise, c'est vrai que oui, c'était pour établir des faits, en fait, tout simplement. Cette histoire n'a jamais été écrite, en fait, de cette manière-là. C'est-à-dire la relation spécifique entre juifs et musulmans dans la totalité de sa durée, elle n'existait pas. Il n'y avait pas de livre. Maintenant, il y a une encyclopédie d'Albin Michel là, qui sort la semaine prochaine aussi sur le même thème, qui fait plus de 1000 pages, dirigée par Benjamin Stora et Abdelwahab Medeb. Mais c'est vrai que c'est intéressant tout d'un coup qu'on soit à une période, que ce soit le film de Kamel, celui d'Amir, le mien, cette encyclopédie. Il y a, je pense, un besoin en fait, de sortir des discours idéologiques et de comprendre déjà qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est la première chose, d'établir des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à aujourd'hui cette impression que c'est un conflit presque par nature. On a l'impression que les juifs et les musulmans se sont toujours détestés et que c'est dans leur ADN. En fait, non. Donc, ce qui est faux. Alors ça va de la naissance de l'islam au 7e siècle, en péninsule arabique, jusqu'à la seconde intifada, en passant par l'Empire ottoman, l'Andalousie, le Maghreb et bien entendu Jérusalem. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement de cette période harmonieuse, de cette période faste entre les 2 communautés? Oui, bon, il y a plusieurs exemples. Allez, la Bagdad abbasside, par exemple. La Bagdad abbasside, c'est sûr qu'il y a la maison de la sagesse qui est bien connue, qui n'est pas si bien connue, mais Dar al-Hikma, donc la maison de la sagesse, qui en fait était sans doute dans la bibliothèque du calife. On ne sait pas exactement, on n'a pas tous les détails. En tout cas, c'est un endroit où juifs, chrétiens, musulmans et même bouddhistes, hindouistes venaient et pour établir l'ensemble des connaissances humaines de cette époque, ce qui n'était pas une mince entreprise quand même. Et à ce moment-là, il y avait aussi des disputes théologiques. Donc une très grande liberté de parole, c'est-à-dire que les juifs ou les chrétiens pouvaient venir dire aux musulmans « non, ce que vous dites, c'est pas vrai ». Et les autres disaient « si, c'est vrai ». Enfin, bon, et à la fin, évidemment, la victoire allait plutôt aux musulmans, puisque c'était le califat quand même, mais dans ce processus-là, les gens échangeaient beaucoup d'idées, et il n'y avait pas de peur, il y avait une vraie liberté de parole, et l'idée aussi qu'on a besoin de l'autre et de sa manière différente de voir les choses. Amir Ramsès, je me tourne vers vous. La pédagogie, c'est aussi quelque part ce qui vous a guidé dans votre documentaire? Oui, sans doute. Évidemment, oui, c'était ça. Alors, il y a un homme qui dit, dans votre documentaire, qui m'a marqué, je l'ai vu il y a quelques mois, un Égyptien dit « je ne suis pas juif égyptien », il dit « je suis égyptien de confession juive ». Est-ce qu'avec l'actualité que l'on connaît aujourd'hui dans votre pays, vous ne craignez pas qu'à l'avenir, on dise plutôt avant tout « je suis copte, je suis chrétien, je suis musulman » ? En fait, pas par rapport à l'actualité, mais c'est quelque chose auquel on craint depuis quand même
depuis la fin des années 80 en Égypte, où il y avait vraiment eu une montée de cette façon de penser. Mais je crois en fait que malgré le fait que les Coptes égyptiens, c'était un scénario un peu différent que les Juifs d'Égypte, mais quand même, le risque, c'est toujours là par rapport à toutes les minorités en Égypte. Et c'est par rapport à cette crainte que j'ai décidé de faire le film, en fait. J'ai voulu donner une signe d'alarme. Les Juifs, qui étaient une partie intégrante de la société, qui vivaient en harmonie, on avait quand même des Juifs qui ont beaucoup contribué à l'histoire politique, économique, artistique et culturelle de l'Égypte et qui sont maintenant malheureusement presque oubliés. Je voulais donner un signe d'alarme que ça peut se répéter, même si ce n'est pas seulement pour les Coptes, mais pour des autres minorités, mais bon, pour tous. C'est la même façon de penser qui mène peut-être au même résultat. Et c'est ça qu'il faut craindre, c'est ça qu'il faut... contre qui il faut donner beaucoup d'avertissements. Enfin, Kamel Ashkar, on va partir à Tel Aviv en Israël, où votre film a été projeté pour la première fois de manière officielle, on va dire. C'était à l'université de Tel Aviv, c'était il y a quelques semaines. Et on va y revenir juste après, parce que la question de l'identité, au-delà des rapports entre les deux communautés, est fondamentale. Elle est au centre de votre œuvre. C'est un reportage signé Stéphane Amar. À partir des années 50. Des familles juives ont vécu derrière ces portes et ces fenêtres où vivent aujourd'hui des familles musulmanes. Pour mieux comprendre leur histoire, le réalisateur est allé jusqu'à apprendre l'hébreu. C'est un film sur l'exil, sur notre identité commune, juifs et arabes, sur l'amour de la terre et sur la culture marocaine. Dans la salle, beaucoup d'Israéliens originaires du Maroc, émus par cette évocation d'une relation judéo-musulmane, empreinte de chaleur et d'amitié sincère. Nous mangions ensemble, nous buvions ensemble, nous discutions ensemble. On faisait tout ensemble avec les Arabes. Il n'y a jamais eu de haine entre nous. C'est seulement au moment de la guerre d'indépendance d'Israël que la haine a commencé. Justement, quand on parle du conflit, on voit toujours les choses en noir et blanc. Les Arabes d'un côté, les Juifs de l'autre. Son film crée un point de rencontre entre les deux. Démarche rarissime, un groupe de journalistes marocains est venu accompagner Kamel Ashkar en Israël. Une manière pour eux de montrer qu'à l'inverse de la plupart des pays arabes, le Maroc continue d'entretenir des relations avec le monde juif. Il y a vraiment un sentiment fort d'amitié, d'amour, de respect commun entre les juifs marocains et les marocains musulmans. Donc c'est un très très bel exemple. Le Maroc, c'est un très très bel exemple, une très très belle leçon en ce sens, surtout actuellement. Parfaitement à l'aise en Israël, un pays où, à l'instar du Maroc évoqué dans son film, les identités se mêlent, Kamel Ashkar vante la richesse des sociétés plurielles. Un des enseignements, pour moi, ça m'a permis en tout cas d'être en paix avec toutes mes identités, que mon identité française, elle n'exclut pas mon identité marocaine, mon identité musulmane, et bien que tout ça peut cohabiter à l'intérieur de soi, et que l'autre est un miroir pour nous, et voilà, j'ai eu besoin effectivement de m'intéresser aux Marocains de confession juive pour me réapproprier ma propre identité. La question de l'identité donc fondamentale, Karim Ashkar, dans votre œuvre, on y revient dans un instant, mais on va d'abord repartir au Caire en Égypte, où nous attend Amir. Alors Amir, très rapidement, peut-être vos projets, je sais que vous serez à Londres très bientôt, à Paris à la fin du mois, quels sont vos projets ? En fait, j'ai encore une partie de la tournée du film, comme vous aviez dit, Londres, l'université de Oxford, Paris, Festival de Bruxelles du film méditerranéen en décembre, New York, Washington. Et là, je crois en fait qu'après ça, je vais me consacrer à mon prochain fiction, puisque je viens de la base de la fiction plus que documentaire. Alors mon prochain projet, c'est une fiction, un film. Retour à la fiction pour Amir. Merci beaucoup Amir Ramsès d'avoir participé à MOE. On suivra tout ça, bien entendu. Kamel Ashkar, cette question d'identité qui vous taraude, pourquoi justement ?
Parce que je pense qu'on est dans un contexte de repli communautaire, que ce soit à la fois en Europe avec la montée des populismes, mais aussi, comme le disait très bien Amir tout à l'heure, Ramsès, sur la montée aussi d'une forme d'identité unique de l'extrémisme religieux, où finalement on n'est que soit musulman, juif ou chrétien. Je crois que le travail de Karim Misquet, qui remet en perspective un petit peu toute cette relation, le travail d'Amir et mon travail, sont une manière évidemment aujourd'hui de dire que nous sommes, que la relation entre juifs et musulmans, il y a eu effectivement des moments douloureux dans cette histoire-là, mais il y a aussi des moments de symbiose. Et je crois que pour les nouvelles générations d'aujourd'hui, ça me paraît important de le mettre en avant. Et il y a aussi des initiatives comme le Festival des Andalousies Atlantiques à Essaouira qui met en avant cette culture judéo-marocaine. Ce festival a lieu fin octobre. Des associations comme Parler en paix où on apprend l'arabe et l'hébreu, c'est sortir. Je pense qu'on est un peu à contre-courant. Mais ces jeunes Israéliens que vous avez rencontrés, est-ce qu'ils veulent comprendre justement ce passé? On a vu cette femme âgée, qui ne vous quitte plus d'ailleurs, Kamal Ashkar, qui est très émouvante dans votre documentaire. Elle parle berbère, bien entendu. C'est pas le cas des jeunes générations. En Israël, elles ne parlent plus berbère. Est-ce qu'elles ont cette volonté justement de connaître le passé de leurs grands-parents? Oui, c'est ça qui est étonnant. Il y a Einat Levy qui intervient dans le film, que je connais très bien dans ce reportage, il y a toute une nouvelle génération, en tout cas, de jeunes Marocains ou de jeunes d'origine algérienne, mais surtout du Maroc, qui ont cette envie de se recoller, de se réapproprier leur identité marocaine. Et des personnalités, moi c'est l'objet de mon prochain film, notamment avec Neta El Kayam, ces chanteurs d'ailleurs qui vont chanter au Festival d'Essaouira. Donc il y a une envie, parce qu'eux aussi ont été coupés de leur histoire marocaine. Et c'est voilà, là la question, est-ce qu'en Israël aussi il y a eu une volonté comme ça de faire du passé table rase à des fins politiques? Évidemment, c'est pas enseigné à l'école, comme ce ne l'est pas malheureusement enseigné non plus au Maroc. On a toute une génération d'amnésiques sur cette histoire-là. Et là, on sent que des deux côtés, que ce soit au Maroc, et j'ai vu avec l'accueil de mon film, mais aussi en Israël, il y a une volonté de retrouver effectivement ces racines perdues. Karim Misquet, quand est-ce que commence à prendre forme, si l'on peut dire, j'emploie le mot avec précaution, cette cassure entre juifs et musulmans telle qu'on la connaît aujourd'hui justement? Elle n'est pas née il y a 14 siècles. Quand est-ce qu'elle est née? Non, elle commence au milieu du 19e siècle en fait, avec... alors d'une part, il y a un certain... C'est presque comme une course de vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les Lumières en Europe qui ont donné l'émancipation aux Juifs d'Europe. Pour faire court, d'abord la Révolution française, on a émancipé les Juifs en France et ensuite dans les autres pays européens. Assez rapidement, en fait, les Juifs d'Europe, du coup, ont intégré les élites nationales des pays européens et ont vu la condition qui pour eux était insupportable des Juifs du monde musulman. Ils étaient aussi imprégnés d'une certaine vision coloniale de l'époque. Et donc ils sont devenus un peu les protecteurs des Juifs du monde musulman et ils les ont amenés à se rapprocher de l'Europe. Non, c'est bien avant la naissance du sionisme en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que le sionisme vient se rajouter à ça. Mais c'est d'abord vraiment l'intrusion de l'Europe dans les affaires. Je dis pas ça, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'Empire ottoman, il y a une tentative pour rattraper ça, c'est-à-dire qu'on abolit le statut de dhimmi, le statut d'infériorité des Juifs et des chrétiens en 1856. Il sera aboli également en Tunisie. Mais finalement, et donc ça aurait été la possibilité de créer des formes de citoyenneté égales pour tous dans le monde musulman. Il y a eu vraiment cette tentative de la part des élites musulmanes, mais en fait, l'impérialisme était le plus fort, la course de vitesse a été gagnée par les Européens, et du coup, les Juifs ont été vus comme l'autre, petit à petit, celui qui est allié à l'Occident. Et donc, c'est comme ça que cette séparation a commencé progressivement. On a eu le témoignage de cette femme, justement, qui est dans le documentaire de Kamal Ashkar, qui dit tout s'est dégradé avec ce qu'elle appelle, elle, la guerre d'indépendance d'Israël. Donc, la création, la naissance de l'État d'Israël, ça a été un point, non pas de non-retour, mais qui a dégradé encore plus la situation. Oui, ça a été le coup de... C'est vraiment une succession d'étapes. Parce que quand je dis ça commence au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, la plupart des Juifs et des musulmans dans le monde musulman ne s'en rendent pas compte à ce moment-là. C'est vraiment un lent processus. Après la naissance du sionisme et du nationalisme arabe au début du XXe siècle, commence à donner aussi des outils conceptuels beaucoup plus forts et donc cette vision de l'autre comme ennemi commence à se construire des deux côtés progressivement. Après, il y a les émeutes de 29 à Jérusalem. Enfin, il y a beaucoup d'événements comme ça, on ne va pas tous les raconter, mais effectivement, la naissance de l'État d'Israël, là, c'est une cassure beaucoup plus forte. Mais en fait, la dernière cassure, et notamment dans le Maghreb, c'est la guerre de 67.
C'est-à-dire qu'après la guerre de 67, là vraiment, c'est la fin de l'exil de ceux qui voulaient encore rester. La guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours. Là, il y a vraiment une cassure très nette. Ça n'est plus possible finalement pour les Juifs de rester dans les pays arabes parce qu'ils sont vraiment devenus définitivement les ennemis de l'intérieur. Alors, autre épisode, il s'agit de la colonisation en Algérie. Vous y revenez également dans votre documentaire. Et il y a un fait historique qui a sérieusement dégradé les relations entre Juifs et musulmans. Il s'agit du fameux décret Crémieux qui accorde d'office en 1870 la citoyenneté française aux 35 000 Algériens de confession juive. Un épisode sur lequel donc revient votre film. Un extrait. Il est une terre musulmane où l'alliance israélite universelle ne s'est pas implantée. C'est l'Algérie, qui est colonisée par la France depuis 1830. Une colonisation qui est en fait une annexion pure et simple. L'Algérie est divisée en 3 départements qui font partie intégrante du territoire français. Sur place, on compte 2 catégories d'individus. Les citoyens français, originaires de métropole, et les indigènes qui ne bénéficient pas des mêmes droits. Les Juifs d'Algérie sont des indigènes au même titre que les musulmans. Une situation inacceptable aux yeux de Crémieux. Pour Adolphe Crémieux, il ne faisait aucun doute que le meilleur service que lui, Crémieux, pouvait rendre à sa communauté juive, c'était de le transformer en français. Pour Crémieux, comme pour tous les Juifs de France, la France, la culture française, la nationalité française, c'est tout ce qu'il pouvait y avoir de mieux sur cette terre. Seul problème, les Juifs d'Algérie ne veulent pas de cette nationalité française, car ils refusent de renoncer à leurs lois religieuses. En 1870, Crémieux, alors ministre de la Justice, octroie par décret et sans leur demander leur avis la nationalité française à l'ensemble des Juifs de la colonie. Il dira de lui-même qu'il est le Yahvé des Juifs d'Algérie, celui qui les a fait sortir des ténèbres de l'indigénat pour accéder aux lumières de la citoyenneté. Voilà, guerre d'Algérie, sujet sensible également, Kamal Ashkar, sujet sensible, on l'a dit, le conflit israélo-palestinien. Vous, ce qu'on vous reproche finalement, ce n'est pas de parler du passé commun entre juifs et musulmans, au Maroc ou ailleurs, mais ce qu'on vous reproche, c'est ce qu'on pourrait appeler la normalisation, entre guillemets, avec l'État d'Israël. Que répondez-vous à certains défenseurs de la cause palestinienne qui, au contraire, eux, appellent au boycott? Vous vous dites, tout dépend de qui on va voir en Israël? Oui, et puis Leïla Chaïd a très bien résumé. Je crois qu'on peut pas être plus palestinien que les Palestiniens, et ça suffit aussi, cette instrumentalisation de la souffrance réelle des Palestiniens. Moi-même, je défends évidemment l'établissement d'un État palestinien digne et souverain, mais je crois qu'on peut pas nous interdire de raconter des histoires. Ces Juifs marocains sont partis essentiellement des Juifs de ma ville en Israël. Je ne vais pas me censurer d'aller en Israël pour aller filmer une page de notre histoire. Et je crois que j'aimerais bien que ces personnes, c'est pas arabistes et c'est pas islamistes qui ont ce mot-là à la bouche de normalisation comme une espèce d'obsession, s'intéressent plutôt à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabo-musulman entre guillemets, où on a ce qui se passe en Irak tous les jours, ce qui se passe en Syrie, et on les entend jamais sur ces massacres tous les jours de musulmans par d'autres musulmans. Donc je crois que ça suffit de faire diversion aussi sur les vraies questions qui nous intéressent. Karim Isquier, très rapidement peut-être avant de vous poser une question, vous appréhendez ou pas vous la sortie de votre documentaire? Vous craignez les réactions? Non. Pas forcément? Bon, tant mieux, puisque j'en ai une à vous poser. Vous avez beaucoup travaillé justement sur les intégrismes, qu'il s'agisse des intégrismes chrétiens, musulmans et juifs. Il y a eu ces printemps arabes. Est-ce que vous pensez que pour le meilleur comme pour le pire, ça peut faire bouger les lignes? Est-ce qu'au moins ça a le mérite, de recentrer la question d'identité et d'affronter son passé? Oh, oui, très certainement. Je pense que de toute façon, la question, c'est de sortir du déni, en fait. Bon, dans Juifs et musulmans, on parle beaucoup, dans les épisodes 3 et 4, du nationalisme et des conséquences que ça a, aussi de l'exportation de cette idéologie européenne, qui est le nationalisme dans d'autres parties du monde, où du coup, tous les nationalismes qui se sont créés sur une partie de l'identité. C'est-à-dire, on le voit bien avec l'Égypte, avec le Maghreb, avec beaucoup d'autres pays. C'est des pays qui ont tous des identités multiples. On parle des Juifs et des musulmans, mais il y a les Berbères, il y a les Kurdes, il y a tout un tas d'identités dans le monde arabe. Mais le nationalisme arabe a fait que l'identité était uniquement arabe, d'abord,
il y avait beaucoup de chrétiens qui ont créé le nationalisme arabe, donc on a fait une place aux chrétiens, mais même les chrétiens reconnaissaient que quand même la culture dominante était arabo-islamique. Donc c'est cette identité-là qui s'est mise à finalement être dominante, et non seulement, c'est même plus que exclure les autres, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus le droit de citer, et même le droit d'avoir existé, d'une certaine manière. Donc c'est cette reconstruction un peu orwellienne du passé, et je pense que les printemps arabes, on peut dire arabe, arabo-berbère, kurdo-arabe, j'en sais rien, voilà. Multiple en tous les cas. Le printemps, bon bah oui, évidemment ça ouvre, parce que toute personne qui fait partie d'un pays arabe aujourd'hui, du coup il y a une liberté de parole quand même qui est nouvelle, et du coup il peut s'interroger sur son passé et se demander lui qui il est, d'où il vient, et aussi pourquoi, comme dans le film de Kamal, ses voisins ont disparu il y a 40 ou 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup une partie de la population s'évanouisse, ou bien pour qu'une autre partie de la population n'ait plus le droit de citer ou de parler sa langue Merci beaucoup Karim Isquet, merci également à vous Kamel Ashkar d'avoir été les invités de Maghreb Orient Express. Merci. On aura l'occasion de revenir bien entendu sur vos différents projets. On se retrouve quant à nous dimanche prochain pour un nouveau numéro de MOE. D'ici là, on attend vos réactions, vos commentaires sur les réseaux sociaux, la page Facebook de MOE, sur Twitter également. On salue toutes celles et tous ceux qui nous suivent aux quatre coins du monde chaque dimanche. À très vite sur TV5 Monde.